Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le grand débrief de cette deuxième semaine du Tour de France. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, on gardera surtout les éléments importants, marquants de cette deuxième semaine. Je terminerai par le classement argent, le classement des points UCI, et puis on parlera un petit peu, il y aura des débats dans cette deuxième semaine, voilà, il y aura des questionnements du côté de cette deuxième semaine. Et puis on fera un débrief également des surprises et des déceptions du côté des coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des étapes. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, pour me soutenir également, vous pouvez cliquer rapidement sur les miniatures de mes vidéos, comme ça permet de les mettre en avant plus facilement sur YouTube. Et pour ça, vous pouvez mettre la petite cloche, parce que comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, vous avez une petite notification au niveau de la cloche qui s'affiche. Et parfois même, si vous mettez toutes les notifications, vous pouvez recevoir des mails également pour être au courant des différentes vidéos. Mais bon, vous risquez de recevoir beaucoup de mails. Ça va pas être top au niveau empreinte carbone. Bon, semaine numéro 2, on va commencer déjà par les petites infos de cette journée de repos. Vous savez, dans une journée de repos, il y a toujours des petites infos qui sortent, que ce soit des informations techniques de l'UCI, que ce soit également des interviews. Alors là, pour le moment, il n'y a que Vingegaard qui a fait une interview et qui a indiqué qu'il n'était pas là pour être deuxième, donc il va tout tenter pour essayer de le déborder. Mais on a eu également des trois infos notables aujourd'hui. Alors, la première info, c'est Astana qui annonce un accord avec l'entreprise chinoise XDS, qui est un fabricant de vélos, notamment de vélos électriques, pour au moins les 5 prochaines années. Nous veillerons à ce que les skis disposent d'un budget suffisant et du meilleur support technique, a indiqué le nouveau sponsor, donc qui fournira également les vélos. Du côté de cette marque, on ne sait pas encore vraiment le budget que ça va apporter, mais ça va peut-être aider. On nous parlait notamment de Caden Groves. Donc ça serait des vélos de la marque Winspace qui appartiendraient à ce groupe. Donc Winspace qui fournit une équipe de cyclisme féminin déjà. On rappelle que les Chinois avaient déjà failli racheter la Lamprey. Ça ne s'était pas fait au dernier moment. C'était donc UAE qui avait récupéré la Lamprey à l'époque. Donc désormais, c'est cette marque-là qui va aider Astana, parce qu'on rappelle que le contrat avec Villiers s'arrêtait, donc il n'y avait plus de vélos, et que Astana, en termes de budget, ça commençait à être sacrément compliqué. Autre information de la journée, la deuxième information de la journée, parce qu'il n'y en a pas trois, c'est l'UCI qui avait annoncé, avec les cartons jaunes, parmi les annonces, j'avais fait une vidéo là-dessus, ils avaient annoncé qu'ils allaient tester les effets de la restriction du port et de l'utilisation en course de l'oreillette. Donc c'est-à-dire que seulement 2 coureurs seraient autorisés à porter l'oreillette par l'équipe. Eh bien, on sait désormais que ça sera lors de 3 étapes du Tour de Pologne que ça se déroulera, et lors du Tour de Burgos. Donc voilà, ces 2 épreuves-là en août, pendant tout le Tour de Burgos et pendant 3 étapes du Tour de Pologne. Donc des épreuves qui auront lieu en août. Alors je ne sais pas encore si je vais les faire, parce que ça sera pendant le Tour de France Femmes, il y a les Jeux Olympiques, voilà, donc il y a un mois d'août qui est assez dense. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ces 2 épreuves. Mais voilà, si vous les regardez, eh bien vous saurez que sur certaines étapes, il y aura donc une restriction du port de l'oreillette, pour savoir si ça peut permettre déjà de rendre peut-être les courses plus spectaculaires, mais aussi éviter d'avoir une grosse distraction sur les coureurs, ce qui peut représenter parfois des chutes. On commence par ce bilan de cette deuxième semaine. Ça a été une grosse semaine au niveau intensité. Moi, j'avais un peu peur que le début de semaine soit un peu calme. Moi, j'avais peur vraiment sur ce Tour de France, c'était qu'on aurait un ventre mou entre l'étape 5 et l'étape et les Pyrénées quasiment, et qu'on aurait très peu d'animation. Parce que je me disais peut-être que l'étape du Cantal, je ne savais pas encore quelle allait être la physionomie de la course à ce moment-là. Je me disais il y aurait l'étape des chemins blancs, mais
Je me disais, bon, peut-être qu'on va un peu s'ennuyer sur cette phase-là de course. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas parce que, en fait, à part l'étape de Saint-Amand-Moron, qui ne restera pas dans les annales de ce Tour de France, eh bien, sinon, on a eu 5 étapes à haute intensité, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça a été un gros rythme. Souvent, on était à l'horaire le plus rapide. Mercredi, on avait même 35 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide de la part des organisateurs. Donc vraiment, c'est pour vous dire que ça roulait vite. Mais même hier, je crois qu'on est 5-6 minutes en avance par rapport à l'horaire le plus rapide. Et je crois qu'avant-hier, on était sur le temps le plus rapide. Donc vraiment, tous les jours, ça a roulé sur des très très grosses intensités, avec des très gros rythmes sur toutes les étapes, et même les étapes de plat aussi. Notamment l'étape de Pau avec les bordures, mais même la veille, on a roulé à 47-48 de moyenne. Certains étaient surpris par les écarts au général. Oui, mais il faut prendre également que sur ces étapes-là, si vous n'étiez pas bien entouré, forcément, vous avez consommé de l'énergie qui vous manquait pour l'étape des Pyrénées. L'avantage de UAE comme l'avantage de la Visma Lease a Bike, c'est que les leaders sont toujours extrêmement bien entourés. Et c'est vrai qu'on a vu sur ces étapes-là de plat, Carlos Rodriguez parfois est obligé de rouler parce qu'il était en mauvaise posture. On a vu également du côté de la formation Décathlon, je pense qu'il était parfois pas extrêmement bien passé, et Félix Gall qui a dû rouler extrêmement fort. Donc forcément, ça aussi, ça a un coût pour les coureurs. Physiquement, on a eu des étapes qui étaient très dures voilà, en termes de rythme. Et ça favorise forcément les coureurs aussi qui sont les meilleurs. Parce que plus c'est dur, plus ça favorise quand même les coureurs les meilleurs. Ce qui peut en partie expliquer, je dis bien en partie, également les écarts que nous avons dans le top 10, dans le top 15. Parce que sur ces étapes-là, certains déjà ont perdu du temps, mais que d'autres coureurs, pour ne pas perdre du temps, ont dû dépenser beaucoup d'énergie, ce qui leur a manqué sur les 2 étapes de montagne. Mais vraiment un début de course très très animé en termes d'intensité. Ça a été vraiment costaud. C'était pas la semaine des échappées aussi. Par rapport à la première semaine, on a eu pas mal d'échappées qui sont allés au bout et puis pas mal de surprises. Là, c'est rentré dans le rang du côté des échappées et du côté des surprises aussi au niveau du classement général. Alors déjà, l'étape de Saint-Amand-Moron, personne n'est parti véritablement en échappée, mais c'est vrai que sur les autres jours, il y a eu des tentatives, mais à chaque fois, ça a mis énormément de temps avant de sortir. Il faut bien le dire que sur beaucoup d'étapes, on a mis 1h30, quasiment 2 heures avant de faire l'échappée, que parfois les échappées étaient dangereuses. Je pense notamment à l'étape des bordures. Eh bien, on comprend assez vite que l'échappée ne va pas aller au bout parce qu'il y a vraiment les bordures. Vous avez vu, je pense, l'intérieur, enfin le dessous d'une mouche. Ouais, c'était pas la semaine du tout des échappées parce que elles ont mis souvent beaucoup de temps à sortir. Donc plus elles mettent du temps à sortir, moins il reste de kilomètres également pour la fin de journée. Parfois pas bien organisé, je pense à hier, notamment l'étape de dimanche où je pense que l'échappée pouvait faire mieux, mais elle n'a jamais été bien organisée, ce qui fait qu'à un moment elle se coupe en deux, donc on se retrouve à avoir un groupe de 8 devant. Enfin, il n'y a jamais eu une organisation extrêmement bien léchée, ça manquait de rythme, ça manquait de vitesse, donc c'était difficile. Et puis aussi une démotivation, c'est-à-dire que quand vous voyez que l'écart ne se fait pas, notamment sur les 2 étapes pyrénéennes, on peut penser également à l'étape de vendredi aussi, où l'écart ne s'est jamais véritablement fait, et bien au bout d'un moment, il y a une démotivation de la part de certains coureurs qui se disent à quoi ça sert de rouler à fond si je me fais rattraper à 40 km de l'arrivée. Donc il peut aussi se comprendre qu'on ne mette pas forcément toutes les cartouches sur certaines échappées qui ont de grandes chances de ne pas aller au bout. Aussi, pourquoi c'était pas la semaine des échappées? Parce qu'on a eu la bataille des gros dans les Pyrénées, dans l'étape du Cantal, du Massif central, du Lioran mercredi. Donc forcément sur ces 3 étapes-là, comme on a eu la bataille des gros, une bataille qui a souvent commencé de loin parce qu'on a essayé de fatiguer ses adversaires, et bien au bout d'un moment ce n'est pas propice aux échappées. Et puis on peut aussi se dire la longueur des étapes. Les étapes sont maintenant de plus en plus courtes.
On a quand même la plus longue étape cette année sur le Tour de France, c'était 230 km, c'était du côté de Turin. Mais là, sur cette deuxième semaine, je crois que la plus longue étape, ça devait être 199 km. Oui, mais c'est vrai que si l'échappée met déjà 40 km, 50 km à partir, bah, ça veut dire qu'il ne reste plus que 140 km d'étape. Donc c'est vrai que sur des journées comme, je pense, l'étape de samedi, où on est sur une journée à 150 km, même l'étape de vendredi, je crois que c'était 165, bah, si l'échappée met du temps à sortir, forcément, ça veut dire que tu es proche de l'arrivée. Et plus les étapes sont courtes, plus ça sera également compliqué pour les échappés d'aller au bout. C'est plus facile sur une étape de 210-220 km de prendre 10 minutes d'avance que sur une étape de 160 km. C'est là aussi, il faut le prendre en compte également pourquoi les échappés ont eu plus de mal. C'est parce que, à part la dernière étape des Pyrénées qui fait 200 bornes, sinon on a eu quand même des étapes courtes. Je pense que l'étape du Lioran, c'était une étape courte, par exemple. Donc ça, c'est pas facile pour prendre des écarts et pour réussir à sortir. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Troisième élément, Pogacar intouchable cette semaine. Pogacar intouchable, à part Ol-Durand, mais encore une fois, je pense qu'Ol-Durand, il y a eu un problème soit de gestion de l'énergie, soit de gestion de l'hydratation. Il y a un truc qui ne s'est pas correctement passé sur cette étape-là, mais dans les Pyrénées, il a essayé un Vingegaard, hein. On ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé, mais déjà on a vu quand même les faiblesses de son équipe. Ça c'est clair et net que son équipe a montré des éléments où c'était faible. Je pense notamment Tratnik, notamment Tige Benoît. C'est pas du niveau des équipiers de la UAE très clairement. Donc c'est un peu la situation inverse de l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, UAE avait un peu subi face à l'équipe Visma, alors que là c'est l'inverse. Cette année, c'est plutôt UAE qui impose sa loi à la Visma Leasebike. Donc équipe qui est limitée et puis un Vingegaard qui n'est pas à 100%. On le comprend et c'est tout à fait normal. Il y a eu une chute qui fait que il est à 90% de ses capacités, à 95% de ses capacités. Mais face à un Pogacar qui cette année est extrêmement fort, bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour aller le chercher. Donc voilà, le Pogacar est pour le moment intouchable sur cette première semaine de Tour de France. Bien entendu, un Pogacar intouchable et même un Vingegaard au-dessus du lot, on va dire ça comme ça a fait ressortir la question du dopage. Alors, je vais presque vous dire que je suis surpris que ça ait mis jusqu'aux Pyrénées, alors, un petit peu au Cantal, mais surtout à partir des Pyrénées, cette question du dopage. Parce que c'est vrai que je m'attendais même presque à partir de Val-Loire, en fait, qu'on nous parle énormément du dopage, qu'on le remette en avant. Et ça a presque mis plus de temps que ce à quoi je m'attendais qu'on ait cette question du dopage. Parce que, faut pas être né de la dernière pluie quand tu es supporter de cyclisme pour savoir qu'il y a une partie de la communauté qui considère que le dopage est présent partout. Voilà. C'est un fait aujourd'hui qui considère que les accusations de dopage, ça n'a aucune conséquence. Je vais pas refaire tout mon speech sur le dopage parce que déjà ça serait un petit peu redondant et puis vous savez mon avis là-dessus, c'est-à-dire j'ai dit à plusieurs reprises, moi je considère qu'il y a forcément des coureurs qui se dopent aujourd'hui parce que il y a toujours des tricheurs dans n'importe quel domaine. Je cite toujours mon exemple du bac, mais aujourd'hui vous avez toujours des gens qui trichent au bac. Forcément, il doit y avoir des coureurs cyclistes qui trichent. Après, est-ce que c'est seulement ceux que l'on prend, notamment avec le tramadol, ou est-ce que ce sont ceux qui ne sont pas pris? Ça, je peux pas vous le dire très clairement. Et je vais vous répéter également ma grande question que j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre. Les gens qui considèrent que tout le monde est dopé et qui continuent de regarder du cyclisme. Je considère qu'il y a un moment, si tu considères que tout le monde triche, j'ai du mal à voir l'intérêt de continuer à regarder un sport si tu considères que tout le monde triche. J'ai toujours ce problème-là, on va dire. Moi, si dans un... par exemple, si en Formule 1, tu sais que la moitié des équipes trichent, l'intérêt de continuer à regarder de la Formule 1 est quand même limité, je trouve.
Enfin, j'ai du mal à comprendre cette idée-là. Voilà. Si tu sais que par exemple, si tu sais que tous les mecs qui écrivent des livres utilisent des nègres, utilisent des aides à l'écriture, peut-être un meilleur thème que nègre, eh bien, ça veut dire que tu continues de lire, même si tu sais que c'est le mec qui a le nom sur la couverture, c'est pas lui qui a vraiment fait le travail. Bah, ça me semble toujours bizarre, mais bon. Forcément, la question du dopage, elle ressort parce que, j'ai envie de dire, la communauté cycliste aime bien s'auto-flageller. Parce qu'il faut le dire aussi ça comme ça, c'est-à-dire que c'est le seul sport qui n'accepte pas qu'un record soit battu, qui n'accepte pas qu'il y ait une domination d'un coureur. C'est-à-dire faut bien comprendre que moi je regarde plein de sports différents. Il y a en natation par exemple ou même dans d'autres sports, il n'y a aucune communauté, je pense, qui se flagelle autant que la communauté cycliste. Alors on va encore me ressortir, oui, mais parce que la communauté cycliste s'est pris l'affaire Festina. Oui, mais la communauté de l'athlétisme s'est pris les Kenyans, là, du côté du demi-fond, s'est pris l'affaire Clémence Calvin, s'est pris l'affaire Balco également en 2004, qui est du même niveau. On peut même dire l'affaire Puerto. On pourrait parler du ski de fond, parce que je rappelle que l'affaire Aderlas, au départ, c'est le ski de fond. Ces communautés-là ne se flagellent pas autant que le cyclisme. Le cyclisme aime bien se flageller. Les supporters de cyclisme aiment bien s'auto-flageller. C'est-à-dire qu'on a déjà le regard des autres sports toujours très condescendant de dire « Ah bah il n'y a que du dopage dans le cyclisme ». Je salue les fans de tennis en passant. Je me rappelle la vidéo sur Rafael Nadal que j'avais faite en disant il y a quand même un souci sur une journée de repos. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais il faut bien dire que la communauté cycliste aime bien se flageller. Donc je ne suis pas surpris quand je vois ressortir la question du dopage. Il y a bien entendu cette notion de la question des records, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en cyclisme on considère qu'un record ne peut pas être battu. Beaucoup de gens dans le cyclisme considèrent qu'un record ne peut pas être battu. C'est-à-dire que quand tu dis la nutrition a progressé, parce qu'on me le refout dans la gueule dans les commentaires, quand tu dis le matériel a évolué, quand tu dis que la préparation des courses a évolué, ce qui est normal, en 25 ans techniquement on a fait des progrès. C'est rare quand on régresse dans le monde. Quand tu mets en avant tous ces éléments-là, on se fout de ta gueule dans les commentaires. Il n'y a même pas, en fait, avec une certaine partie des gens, il n'y a même plus l'idée d'essayer de débattre. Parce que le débat n'est pas possible. Parce que pour débattre, il faut essayer de s'écouter. Or, j'ai bien compris qu'avec certaines personnes, ça ne sert à rien, l'écoute n'est pas possible. Pour tout vous dire, j'ai vu hier un reportage très intéressant, j'ai vu un fait entrer l'accusé. Sur ces questions comme ça de débat et de questions de s'écouter et d'entendre des arguments de l'un et de l'autre et ce genre de choses. Et c'était un fait entrer l'accusé qui était très intéressant. C'était sur l'affaire Roman. Voilà, donc c'était sur l'affaire d'une petite fille qui avait été tuée à l'âge de 7 ans dans un petit village du Lot. Et il y a un mec qui dit c'est Roman qui a buté la fille. Voilà, qui considère que c'est lui qui l'a buté. Basé sur pas grand chose. Bon, l'affaire, il y a des soucis de juge d'instruction qui sautent à plusieurs reprises. Bon, il y a ce genre de phénomène-là. C'est une affaire qui est bordel, comme l'affaire du petit Grégory. C'est une affaire dans les années 80. Et en fait, à la fin, donc le mec, il y a, je crois que c'est Quentin versus Roman. Je crois que c'est comme ça que s'appelle l'autre mec. Et donc Quentin dit c'est Roman. Sauf qu'en fait, Quentin a menti. Le problème, c'est même quand au tribunal, on leur dit ce mec-là a menti et donc ça ne peut pas être Roman car Roman n'était pas sur les lieux du crime, car Roman ne pouvait pas avoir commis le crime de toute manière, la famille n'a jamais voulu le croire. Et donc là, le fait entrer l'accusé, c'était 10 ans après le jugement, donc qui indique que Roman ne peut pas avoir tué la fille. Ils interrogent notamment le père. Or la mère de la petite fille dit j'ai mis du temps à le comprendre, mais aujourd'hui j'ai compris. Le père, 10 ans après,
dit toujours non, c'est lui qui l'a buté. Alors que tu as la preuve A plus B que ça ne peut pas être lui qui l'a tué. Sauf que dans l'esprit des gens, c'était forcément lui le tueur, parce que je sais pas, la tête lui revenait pas dans le village, c'était un tout petit village de 300-400 habitants, un truc comme ça, donc tout le monde considérait que c'était lui le tueur. Et notamment, il y a une reconstitution qui est un bordel monumental, parce que tous les gens du village, il y a des gens du village qui s'en prennent à l'avocat de Roman, donc à l'avocat de la défense, c'est quand même extraordinaire. Et à la fin, tu t'aperçois qu'en fait, le mec, c'est Quentin qui a tué et pas Roman. Donc ce fameux Quentin, qui en fait a balancé une fausse histoire pour essayer de ne pas se faire accuser. Donc au bout d'un moment au tribunal, il avoue que c'est lui qui a buté la fille, et qui l'a buté de manière atroce. Et à la fin de fait entrer l'accusé, t'as le procureur, je crois, ou l'avocat de la défense, je ne sais plus, ou l'avocat, je ne sais plus qui dit, il y a un truc qui m'a marqué à vie, avec l'avocate également de Roman qui dit, l'avocate de Roman qui dit, ces gens-là ne voulaient pas comprendre la vérité, ne voulaient pas avoir accès à la vérité. Donc elle dit, quand on fait nos plaidoiries, tous les gens de la famille de la petite fille se sont barrés. C'est-à-dire que c'est même pas, on ne veut pas écouter, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas entendre ce qui se passe. On ne veut même pas être là, on ne veut même pas entendre. Et elle disait, elle, ça l'avait marqué, ça l'avait frappé. Et elle disait, et l'avocat de la défense, je crois, disait, lui, ce qui l'a marqué à vie, c'est qu'il va dans les couloirs du tribunal. Donc après que le mec, il est acquitté, il sort de prison après avoir fait 4 ans de prison pour rien. Et l'avocat dit, il y a des gens de l'entourage de la petite fille qui m'ont dit, le Quentin, c'est quand même triste parce que c'est un pauvre type, quoi. C'est triste de faire ça à un pauvre type, quoi. Il a dit, ça l'a choqué à vie. Que les gens avaient plus de compassion pour le tueur que pour le mec qui avait été accusé à tort pendant 4 ans. Ce qui montre bien qu'avec certaines personnes, au bout d'un moment, il y a presque une sorte de... La vérité n'est plus accessible. C'est-à-dire que t'as beau leur sortir des arguments, au bout d'un moment, non, dans leur idée, il y a du dopage, donc forcément il y a du dopage, donc même si tu sors des arguments qui peuvent expliquer certains paramètres, qui n'expliquent pas que tout, encore une fois, c'est plus possible. Et moi, il y a quand même des gens qui me reprochent le fait de ne pas dire que tel ou tel coureur est dopé, qui me reprochent donc de ne pas dénoncer des gens de manière totalement abusive, de ne pas accuser des gens sans preuve. Il y a des gens qui me le reprochent dans les commentaires, assez régulièrement, au moment du Tour de France surtout. C'est extraordinaire. Le fait d'accuser sans preuve. Il faudrait que je dise tel ou tel coureur, parce que j'ai un ressenti qui est suspect, tel ou tel coureur est dopé. Non, moi je me base sur des faits. Les faits actuellement sur Vingegaard et Pogačar, ils n'ont pas été contrôlés positifs. Donc à partir du moment où tu n'as pas été contrôlé positif, je ne peux pas dire que tu es dopé. Quand je parle d'Armstrong, quand je parle d'Ulrich, quand je parle de Pantani, que je dis que ce sont des coureurs qui se sont dopés, je peux le prouver. Pourquoi ? Ils ont été contrôlés positifs. Quand je parle même d'un Tom Boonen en disant « oui, il a été dopé un moment à la cocaïne », c'est que le mec s'est fait choper 3 fois pour la cocaïne. Répétition quand même. Dans le cas de Vingegaard et Pogačar actuellement, ils n'ont pas été contrôlés positifs. Bon voilà. Après, comme je disais, il y a la question des records. Pour revenir à cette question des records, parce que là je suis sorti... belle sortie de route. Beau hors-sujet. Belle digression plutôt. La question des records. C'est très marrant, alors déjà de nous dire, forcément si tu bats un record, t'es dopé. Donc ce qui voudrait dire que les gens qui ne battent pas de record ne sont pas dopés. Or, quand on regarde un petit peu la performance au plateau de Baye, des mecs qui n'ont pas battu le record, encore une fois, est-ce qu'on a des gens qui sont propres ? Donc 98, Pantani gagne, record 23 minutes 28. Alors on nous dit l'écart est énorme par rapport à un Vingegaard. Ce jour-là, Ulrich, il finit à 1 minute 07. Donc c'est quasiment l'écart qu'on a eu aujourd'hui entre Pogačar et Vingegaard. On ne peut pas dire que Ulrich était propre en 98. Il n'a jamais été propre dans sa carrière. Donc après,
Ça voudrait dire que quand tu bats pas le record, t'es propre. Armstrong 2002, il met 2 minutes 30 de plus que Pantani. Armstrong en 2002, il n'est pas propre. 2004, de nouveau Armstrong. Alors là, il va un petit peu plus vite. Par rapport à son record, Armstrong, il gagne 24 secondes. Il fait 45 minutes 20. 45 minutes 20, ça reste quand même... 45 minutes 40, pardon. Ça reste quand même 1 minute 05 plus lent que le temps de Ulrich, qui, je rappelle, en 98, ne gagne pas. Basso fait le même temps. On ne peut pas dire que Armstrong et Basso, c'était des coureurs qui étaient vraiment propres. 2007, Contador et Rasmussen. Là aussi, le Contador de 2007, je rappelle qu'il s'est fait choper pour dopage quelques temps après. Et Rasmussen, et je rappelle qu'il travaillait avec Johan Brunel, donc avec Armstrong. Contador Rasmussen 2007, c'est 44 minutes du 7. Donc c'est plus rapide que le Rich, mais ça reste plus lent que Pantani. Ces mecs-là n'étaient pas propres. Bon, Van Aert en 2011, lui il s'est pas fait choper pour dopage, donc 46 minutes 26. Mais vous voyez que Van Aert, qui n'a jamais été chopé pour dopage, n'est que 22 secondes plus lent que le Armstrong de 2002, qui pourtant est chargé, le Armstrong de 2002. Valverde 2015, 45 minutes 38. Froome est en 45 minutes 39. Donc Froome, pourtant des gens ont eu beaucoup de doutes au niveau du dopage, donc il ne faudrait pas avoir de doute avec Froome au niveau du dopage, parce que techniquement il est plus lent que Pantani. Et en 2024, donc on bat le record est battu de 4 minutes. Il faut bien comprendre que sur un ton de montée, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, les conditions climatiques. Forcément, vent de face, vent de dos. Moi, je ne sais pas si l'année où Pantani s'impose, de quelle manière, de quelle situation était le vent. Hier, le vent soit était nul, soit était plutôt de dos. Ce que disait Vauclair sur cette étape. Ça veut dire vent de dos, ça facilite quand même pour aller plus vite. Pour battre le record Pogačar, il faut bien dire que la Visma Leasebach a roulé extrêmement fort dès le pied. Jorgensen a roulé très fort pendant 3-4 km. Le relais de Jorgensen est très court. Les coéquipiers, me semble-t-il, à la fois de Pogačar et de Vingegaard, me semblent quand même plus forts que les coéquipiers qu'avaient Pantani et Ulrich, par exemple. Pantani, la Mercatone Uno, c'était déjà pas la meilleure équipe de l'époque. C'était pas la meilleure structure de l'époque. Pantani, il n'avait pas les meilleurs lieutenants de l'histoire. Et il n'avait surtout pas 8 coureurs qui étaient performants. À l'époque, en plus, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on compare des temps faits avec équipe de 8 avec des temps faits par équipe de 9. 98, c'est fait par équipe de 9. 2004, c'est fait par équipe de 8. Donc forcément, en termes de stratégie, ça n'amène pas les mêmes choses. C'est un peu différent quand même. Sur la manière de courir et sur la manière de faire les courses. Depuis qu'il y a des courses avec 8, j'ai l'impression que les courses partent quand même de plus loin. Il faut aussi voir à quel moment était le plateau de Bay dans la course. En 98, je ne sais pas si c'était pas en 3e semaine et pas en 2e semaine. Donc, avec potentiellement un peu plus de fatigue. Surtout qu'à l'époque, en 98, les étapes étaient plus longues qu'en 2024. Donc ça joue aussi sur l'état de fatigue. Vous avez également le matériel. Si on ne prend pas en compte le matériel, regardez le vélo de Pantani en 98, notamment regardez le vélo de Pantani, il y a une vidéo souvent qui ressort, c'est la vidéo quand il monte le pot de jeu en 98. Regardez notamment les câbles de frein. Les câbles de frein, la manière dont ils sont foutus, c'est absolument pas aéro. Aujourd'hui, vous ne voyez plus les câbles de frein sur un vélo. On les voit plus. Ils sont complètement dans le cadre. Il n'y a quasiment plus aucun câble qui ressort. Pantani 98, les câbles ils ressortent à ça du guidon. Alors, vous avez vraiment des câbles qui ressortent. Les vélos, bien entendu, sont beaucoup plus rigides. Donc c'est-à-dire que comme les vélos sont plus rigides qu'en 98, parce qu'en 98, pour atteindre les 6,8 kg, il fallait forcément des vélos qui ne soient pas très rigides. Aujourd'hui, les vélos sont très rigides. C'est-à-dire que les vélos qui sont très rigides, ça permet quoi? Que l'énergie qui est utilisée par les cuisses, la déperdition jusqu'à la roue arrière est extrêmement faible par rapport à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on a aussi amélioré les transmissions.
Forcément, on a amélioré. Là, vous avez des transmissions aujourd'hui il y a très peu de pertes en fait entre la cuisse et la roue arrière. À l'époque, en 98, la perte était plus importante. Les frottements étaient plus importants. Nous avons également les changements de vitesse électrique. Alors, ça ne fait pas un gain énorme, ça fait un petit gain. Les vélos sont plus aéros, même les vélos de montagne sont plus aéros. Donc ça aide notamment dans les descentes et dans les vallées. Parce que si on considère qu'une étape de montagne, c'est que des montées, là aussi on se met le doigt dans l'œil, c'est aussi des phases de plaine. Les phases de plaine, quand on roule à 40 km/h ou 43 ou 44 km/h, l'aéro devient hyper important. Forcément. Les vitesses sont plus élevées, donc plus la vitesse est élevée, plus l'aéro est importante. Vous avez également le rendement des pneus. Donc il y a plein de petits éléments qui, on va me dire, oui mais c'est pas que le matériel, oui mais c'est le matériel, vous avez la nutrition, vous avez la préparation. À l'époque il n'y avait pas d'informatique, donc les mecs déjà ils n'avaient pas de capteur de puissance, donc les mecs déjà ils roulaient pas au capteur de puissance. Ça c'est vrai que le capteur de puissance ça a quand même changé la donne sur la gestion de l'effort, notamment de la part des équipiers. Il n'y avait pas les données, donc c'est-à-dire qu'à l'entraînement, tu n'avais pas d'informatique, tu n'avais pas de récupération de données. Aujourd'hui, dans toutes les formations, maintenant, vous avez un mec qui est chargé de récupérer les données en course. Et donc d'adapter le programme d'entraînement par rapport aux données qui sont recueillies en course. Il y a 25 ans, il n'y avait pas ça. Il y a 25 ans, même la prise de médicaments n'était pas autant scientifique qu'aujourd'hui. Et puis, le matériel a évolué, la nutrition. Quand vous regardez notamment les reportages sur la Total Energy, vous regardez les reportages de la Total Energy aujourd'hui et vous regardez ceux d'il y a 10 ou 15 ans. De la même formation, on parle de la même formation, la formation Jean-René Bernaudot, qui a été quand même pionnière dans le camion nutrition. Quand il invente le camion nutrition Bernaudot, je ne sais plus, en 2007 ou 2008, c'est une révolution à l'époque. À l'époque, les équipes mangent la nourriture de l'hôtel. On ne fait pas de la nourriture spécifiquement, on va dire. Il n'y a pas un cuisinier pour les coureurs. Aujourd'hui, dans toutes les formations, il y a un camping-car ou il y a un camion nutrition avec la nourriture qui est préparée par des nutritionnistes. Et notamment, dans toutes les formations actuellement, on pèse au gramme près l'assiette des coureurs. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 15 ans, il y avait un mec, s'il avait faim, il reprenait 2 fois du riz, il reprenait 2 fois des pâtes. Si le mec, il était un peu fatigué et qu'il avait plus très faim, il mangeait moins. Donc forcément, ça jouait. La nourriture, ça joue sur le niveau de performance. Et on a aussi énormément progressé dans les gels, dans déjà la digestion des gels. Parce que moi, je me souviens, dans les années 2000, c'était assez régulier que vous aviez des coureurs pendant le Tour de France qui avaient des problèmes digestifs. Et c'était pas de la gastro, c'était à cause des gels. Maintenant, les gels se digèrent beaucoup mieux. On a progressé également sur la compréhension notamment de la cuisson du riz, de la cuisson des pâtes, pour que ça soit la cuisson la plus parfaite possible pour avoir le maximum d'énergie. Tout ça, ça joue. Alors, c'est pas qu'un élément, c'est plusieurs éléments à la suite qui permettent aussi un peu d'expliquer cette évolution de performance de la part des coureurs. Je vais vous prendre, par exemple, comme je disais que le cyclisme, la communauté cycliste aime bien s'auto-flageller. Par rapport à la communauté Formule 1, la communauté Formule 1, ou même les experts Formule 1, quand une voiture va vite, ils ne disent pas « l'équipe a triché ». Ce n'est pas la réflexion première qui va arriver. La réflexion première qui va arriver, c'est comment ils ont fait pour aller plus vite. Comment ils ont fait? Ah bah tiens, ils ont réussi à trouver ce petit truc-là, ce petit élément-là, qui va permettre d'améliorer la performance. C'est pas tout de suite on se dit, ah bah eux ils vont plus vite, donc ils trichent. Et puis voilà. C'est une réflexion qui est différente. Et en natation, par exemple, je parlais de record, en natation, je rappelle, il y a 15 ans, 2008-2010, il y a 15 ans, il y a eu la période des combinaisons. Et on s'est dit, qu'était du dopage mécanique. On peut le dire ça comme ça, hein, la combinaison, elle permettait de flotter, de mieux flotter. Donc ça permettait d'utiliser la meilleure énergie possible. C'était beaucoup plus aéro que la peau. Donc tout était fait, c'était vraiment une aide mécanique très forte. C'est pour ça qu'on les a interdits, parce que déjà, tout le monde ne pouvait pas se les payer et qu'on considérait qu'on était sur du dopage mécanique. Mais on a gardé les chronos de l'époque. On a gardé les records.
Et je me souviens tout au début, il y avait eu cette réflexion, est-ce qu'il fallait revenir au record avant combinaison ou au record de l'époque des combinaisons? Et tout le monde se disait, les records avec combinaison, allez, dans 25 ans, 30 ans, ça va faire comme les records en athlétisme de l'Alban de l'Est, bon, ils tiendront toujours. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun record qui date de l'époque des combinaisons. Est-ce que les supporters de la natation ont crié tout de suite au dopage? Non. Ils ont applaudi, ils ont dit, bon, le mec est super, il a été performant. Vous voyez cette différence de mentalité d'un sport à l'autre? Le fait que la domination soit mal vue également en cyclisme. Un coureur qui domine, ça rappelle Lance Armstrong, ça rappelle la Sky aussi. À chaque fois qu'une équipe domine, et encore la Sky, au final, il n'y a qu'un coureur ou deux coureurs qui se sont fait contrôler positif, mais ça rappelle de mauvaises choses, un coureur qui domine. Pogačar, Vingegaard, Bernal à une époque aussi au tout début quand il gagne le Tour 2019. Je pense à Froome, je pense même à Contador. Tous les coureurs, même avant qu'ils se fassent prendre pour dopage, en 2008, le Contador de 2008, il n'est pas hyper apprécié. Dans le cyclisme, le fait de dominer est mal vu. C'est pas que dans le cyclisme, je dirais que c'est dans le sport en général. Formule 1, Ferrari qui domine, ça faisait chier tout le monde. Donc on commençait à taper un petit peu sur Ferrari et tout le monde a été content quand Alonso est devenu champion du monde. Pareil quand Williams dominait en Formule 1 dans les années 90. En natation, quand les Chinois ont commencé à dominer, avant qu'on sache que les Chinois étaient dopés. Et dans d'autres sports comme ça, quand il y a une domination, soit d'une nation, soit d'un concurrent, au bout d'un moment, ça énerve tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on considère que Pogačar, Vingegaard sont dopés, parce que on considère que la domination n'est pas normale dans le cyclisme. Voilà. On considère qu'il ne doit pas y avoir de domination. Or, un mec qui travaille mieux que les autres, forcément, il gagne au bout d'un moment. Pourquoi à chaque fois le mec qui domine serait dopé? Il y a encore un problème de réflexion, je trouve, c'est mal vu. Voilà, il y a un vrai problème. On peut parler de domination également, mais pourquoi aussi, une des explications qu'on peut donner sur le fait que Pogačar et Vingegaard dominent dans le cyclisme, contrairement à Remco Evenepoel, pourquoi il y a une différence avec un Remco Evenepoel? Vous regardez le budget, c'est le double. Le budget du AE, le budget de la Visma, c'est le double du budget de la Quick-Step. Au bout d'un moment, ça aide. Regardez le PSG. Le fait d'avoir plus d'argent, ça aide. Ça permet d'avoir les meilleurs coureurs, premièrement. Ça permet aussi d'avoir presque un budget illimité au niveau des vélos. Donc, on peut changer les chaînes, mettre du matériel qui va avoir une durée de vie, par exemple, de 200 km. Avoir des pneus, on peut avoir peut-être 2 ou 3 mécanos en plus par rapport à certaines formations. On peut avoir 4-5 entraîneurs en plus, des mecs qui gèrent que les données, des masseurs en plus, utiliser des avions pour les longs transferts, utiliser des hélicoptères pour les longs transferts, pour tout favoriser. Avoir un attaché de presse quasiment par coureur, ça c'est l'avantage, ça fait du gain de temps également en récupération. Quand vous avez les plus gros budgets, ça aide dans plein de domaines. Ça aide au niveau du matériel, ça aide aussi au niveau du matériel. Et puis, quand vous avez des budgets importants, vous pouvez avoir les meilleurs. On parlait des coureurs, mais vous pouvez avoir les meilleurs directeurs sportifs, ceux qui ont les meilleures stratégies. Vous pouvez avoir les meilleurs entraîneurs, ceux qui ont les meilleures méthodes. Vous pouvez avoir tout au top. Les meilleurs vélos, les meilleurs tout. Parce que votre budget est quasiment illimité. Quick-Step, forcément, il doit composer aussi. Il ne peut pas avoir tous les meilleurs coureurs parce qu'il a un budget qui est en dessous. S'il met 8 coureurs au top autour de Remco Evenepoel, oui, mais il doit se séparer de Merlier, il doit se séparer de la moitié de l'équipe. Il ne pourra pas faire une équipe avec 25 coureurs au départ. UAE, si. Visma, si.
Parce que ils peuvent s'acheter les meilleurs coureurs. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent aussi s'acheter les meilleures méthodes de nutrition. Ils peuvent récupérer le maximum de données possibles. Et puis, forcément, ils peuvent avoir les meilleures méthodes qui sont considérées comme des méthodes qui ne sont pas dopantes. Là, par exemple, on parle de certains coureurs avec le CO2. On emmènerait des bonbonnes de CO2 pour essayer de reproduire les effets de l'altitude, même pendant la course, pour essayer d'augmenter le nombre de globules rouges. Techniquement, ça, ce n'est pour le moment pas interdit par l'UCI, par l'Agence mondiale antidopage, mais ça pose des problèmes en termes d'éthique. Sauf que ça, UAE, Visma peuvent le faire parce que déjà, ils payent des mecs qui travaillent que sur ce genre de nouveaux protocoles médicaux. Ce que ne peut pas faire la Total Energy, ce que ne peut pas faire Decathlon par exemple, qui n'a pas les moyens de le faire. Et ils peuvent aussi mettre en place ces nouveaux protocoles avant les autres. Ce qui fait des différences. Les cétones, c'est la Visma Lease Bike en premier qui utilisait cétones. Qui aujourd'hui est utilisé par peut-être 50% du peloton sur le Tour de France. Et il y a plein de paramètres comme ça qui sont dus au budget, et c'est pour ça que moi je suis pour qu'on bloque les budgets, qu'on ait des budgets capés, parce que ça pose aussi également ce type de problème. Si vous avez un budget bloqué à 25 millions d'euros, la Visma Lease Bike, ils ne peuvent plus investir autant dans des nouveaux protocoles médicaux. Ils ne peuvent plus le faire. Qui parfois sont peut-être dangereux pour la santé des coureurs. Et ils ne peuvent plus le faire. Ils n'ont plus les moyens. C'est pour ça que moi je veux vraiment qu'il y ait un blocage des budgets, c'est aussi là-dessus. Donc est-ce que c'est dû qu'au dopage ? Non, là je viens de vous montrer énormément de paramètres, si vous voulez les écouter, ces paramètres-là, qui peuvent expliquer une différence de performance. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage. Les gens ont du mal à capter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage, mais déjà je dis, aujourd'hui je n'ai pas les preuves. 95% des gens, même je dirais 100% des gens qui vous disent j'ai les preuves qu'il y a du dopage dans le peloton aujourd'hui, n'ont aucune preuve qu'il y a du dopage dans le peloton, donc aucun document. Ils se basent sur quoi ? Sur des ressentis. Ah bah oui, les ressentis c'est fantastique, se baser sur des ressentis. Ah bah moi j'ai le ressenti que lui est dopé, que lui est dopé. Oui, mais le ressenti est basé sur quelle preuve ? Aucune. C'est un ressenti. Moi aussi j'ai des ressentis dans la vie. C'est pas basé sur des preuves, c'est une sorte d'instinct. Voilà. Mais imaginez-vous si on utilisait les ressentis dans d'autres domaines. Ça ferait des catastrophes. Enfin, par exemple, en cas de meurtre, ressenti. Oh, mais lui, je trouve qu'il a une belle tête de tueur. Oh, je vais l'accuser alors. De temps en temps, déjà, vous avez des contrôles aux faciès du côté de la police qui sont déjà basés surtout sur des ressentis plus que sur des statistiques. Mais imaginez-vous si ça arrivait dans la vie dans plein de cas. Ah lui je vais le recruter parce qu'il a une... si dans des entreprises aussi ça se passe, lui je vais le recruter parce qu'il a une bonne tête. C'est pour ça qu'on a des gens incompétents dans certaines entreprises. Oui, on peut pas se baser sur des ressentis, il faut se baser sur des éléments, sur des faits, sur des preuves, sur des documents. Moi par exemple je vais vous dire, il y a un truc qui m'a fait marrer il y a 2 jours, enfin qui m'a fait rire jaune pour tout vous dire. Le Beau Vélo, donc un compte Twitter que je vous invite absolument pas à suivre, que le mec a un avis sur le cyclisme que je trouve qui est déplorable. Le mec dit, forcément, Vingegaard est dopé, Pogačar est dopé. Bon, voilà. Le mec un peu basique du cyclisme, pas très évolué, qui dit, forcément, les mecs sont dopés. Ressenti, encore une fois, c'est son ressenti à lui, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de document, il n'y a pas d'analyse. Et à la fin, il ose dire, dernier message, il y a 2 jours, où il met, je vais mute, parce que maintenant je suis un lanceur d'alerte sur le dopage. Mec, tu sais ce que c'est un lanceur d'alerte ? C'est un mec qui fournit des documents. Toi, t'as fourni quoi comme document ? 0. C'est pas un mec qui se base sur les ressentis, un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est un mec qui se base sur des documents. Wikileaks, c'est des centaines de documents, par exemple. Les Panama Papers, qui est aussi basé sur un lanceur d'alerte, c'est des centaines de documents qui amènent donc les preuves. Là, on se base sur des ressentis. 95% des gens, de toute manière, 95% des gens aujourd'hui qui vous disent qu'il y a du dopage ne sont jamais allés dans un bus d'équipe. Donc, comment ils peuvent savoir ce qui se passe sans aller dans un bus d'équipe ? Sans aller même dans le paddock d'une course cycliste ?
C'est là où tu récupères les infos quand même, hein, je pense. Enfin, les infos croustillantes. Il y a un moment, là aussi, certaines personnes qui devraient rester à... En fait, il faudrait que c'est certaines personnes qui restent à leur place. Ils n'essayent pas d'être, je sais pas, un génie du dopage, un génie de je connais tout du cyclisme. Non, il faut rester à sa place. Et le problème de tout ça, je vais arriver à ma dernière partie. On va arriver à la dernière partie, mais on va faire un petit cut tout de suite. Je vais arriver à ma dernière partie sur le dopage. Voilà, j'ai fait un petit cut parce que sinon j'étais trop long sur mon bout de vidéo sur OBS. Le problème, c'est qu'avec tout ça, déjà, moi je considère qu'à la fin, c'est presque... Enfin, tous les gens voilà, qui mettent en doute la propreté des cyclistes, bah déjà, je me dis qu'il y a quand même des cyclistes qui sont propres, donc c'est un peu faire insulter ces gens-là. Mais je me dis aussi qu'à la longue, et là ça commence à être fort, à chaque fois qu'il y a un mec grosso modo qui gagne 3 courses d'affilée, tout de suite c'est dopage. Tu sais, j'ai des Decathlon à G2R, cette année j'ai eu quand même des commentaires aussi de gens qui disaient bah, les mecs qui gagnaient rien l'année des dernières, ils gagnent cette année, dopage. Voilà, hein. Donc, c'est vraiment un niveau où des fois ça commence à être vraiment gonflant à un certain point. Et aujourd'hui je me dis qu'on insulte en fait la lutte antidopage. Ces gens-là qui pensent tout connaître disent « Ah bah la lutte antidopage, c'est des branquignoles ». Je rappelle que quand même le cycliste a augmenté de 30% le budget de l'AMA. Parce que je rappelle que c'est les équipes cyclistes, les organisateurs, l'UCI qui a à sa charge financière, les trois, les contrôles antidopage. Ils ont augmenté le budget de 30%. Il n'y a aucune autre discipline aujourd'hui qui a fait ça. Mais aujourd'hui, c'est une insulte à la lutte antidopage. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce type de comportement-là de la part des supporters, ça nuit forcément à l'image du cyclisme. Encore une fois, basé sur aucun contrôle, basé sur aucun fait, ça nuit à l'image du cyclisme. C'est-à-dire que dans 10 ans, il ne va pas falloir se plaindre quand il n'y aura peut-être pas de nouveaux coureurs français qui gagneront parce que les mamans ou les papas qui emmènent les coureurs au sport, ils se disent « Ah le cyclisme c'est un sport de dopé » parce qu'ils ont cette vision-là, parce qu'ils n'ont jamais regardé le Tour de France, mais parce que tonton Bichou a dit ça, ou parce que c'est ce qu'ils entendent dans la presse tous les jours à cause de ce ressenti-là des supporters. Il ne faudra pas se plaindre si on ne trouve pas encore le nouveau Bernard Hinault, parce que tu as la moitié des mecs qui pourraient être le nouveau Bernard Hinault, la moitié des filles qui pourraient être la nouvelle Jeannie Longo. C'est pas le meilleur exemple, la nouvelle Juliette Labousse c'est peut-être mieux, la nouvelle Pauline Ferrand-Prévot, qui ne se lancent pas dans le cyclisme parce que leurs parents considèrent que le cyclisme c'est un sport de dopé, et qu'eux aussi ils considèrent que c'est un sport de dopé, parce que les supporters considèrent que tous les mecs, sans aucune preuve, sont dopés. Après, il ne faudra pas se plaindre. Il ne faudra pas se plaindre si on n'arrive pas à augmenter le nombre de licenciés. Il ne faudra pas se plaindre s'il y a des courses amateurs qui décèdent aussi à cause de ce type de comportement au bout d'un moment. Il ne faudra pas venir se plaindre. Parce que ça nuit à l'image du cyclisme, ce genre de choses. Forcément, ça nuit à l'image du monde extérieur. Il faut le prendre en compte. Le dopage, qui pourtant ne touche pas que le cyclisme, ça touche le rugby, ça touche l'haltérophilie, ça touche le MMA, ça touche... Le MMA, je crois que l'année dernière, il y a genre 7 contrôles, parce que c'est un des sports, il y a eu genre 7 contrôles, 3 positifs. Voilà, quoi. Par rapport au taux du cyclisme, on est à des niveaux incroyables. Le rugby, c'est pareil. Le foot aussi, et pourtant il y a très peu de contrôle. Pogba a quand même été contrôlé positif à la testostérone, ce qui, je trouve, est encore quelque chose d'incroyable. Mais dans la vision des gens, du grand public, qui ne regarde pas le sport tous les jours, ou qui regarde deux sports, dans la tête des gens, le dopage, ça ne touche que le cyclisme. Et les médias participent à ça, mais les médias font ce genre de reportage parce que vous avez les supporters qui crient à tout va, il y a du dopage. Les mecs qui font des trucs qu'ils peuvent vendre, aujourd'hui qui peuvent faire de l'audience. Le seul reportage de l'année où on va te montrer les coulisses d'un contrôle antidopage, c'est dans le cyclisme, c'est au moment du Tour de France. Dans aucun autre sport, on te remonte comment ça se passe un contrôle antidopage, sauf dans le cyclisme. Mais à cause de cette vision-là, qu'il n'y a que du dopage dans le cyclisme, qui est entretenu par
les suiveurs du cyclisme qui considèrent que dès qu'il y a un mec qui gagne, il est dopé. Donc il y a un moment, la prochaine fois que vous dites un tel ou un tel est dopé et que vous le dites publiquement, réfléchissez bien à tout ce que ça entraîne derrière, à toutes les conséquences que ça entraîne derrière. Et ensuite, réfléchissez à est-ce que là, à ce moment-là, je dois ouvrir ma gueule ou pas, ou est-ce que je dois plutôt attendre qu'il y ait un contrôle positif pour ouvrir ma gueule. Moi, le jour où Pogacar il est convaincu de dopage, le jour où Vingegaard est convaincu de dopage, le jour où Evenepoel, ou Madouas, ou Anthony Turgis, ou je sais pas, Matteo Vercher est convaincu de dopage, je ferai une vidéo et je dirai oui, bah il y avait tel paramètre qui pourrait sembler suspect. Et je raconterai l'affaire et je raconterai les conséquences, comme j'ai fait notamment avec Franck Bonamour. Tiens, en parlant de Franck Bonamour, il y a un truc qui est honteux quand même, c'est que malgré le fait que là en ce moment il soit suspendu, il a plus passé ses diplômes d'entraîneur. Bah, ça, je trouve ça inadmissible. Vous avez vu dans la presse ce truc-là? Zéro. Peut-être plus là-dessus qu'il faudrait s'intéresser. Les gens, au lieu de dire un tel ou un tel est dopé, ils devraient plutôt se mobiliser pour ce genre de conneries en termes de règlement qui est néfaste. Ils devraient peut-être plutôt se mobiliser en disant « Ah bah là, il n'y a peut-être pas assez encore de moyens pour l'Agence mondiale antidopage. » Non, ces gens-là vont juste dire « Un tel ou un tel est dopé. » Et les mecs qui font les contrôles antidopage, c'est des branquignoles. Bah voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas avancer sur le dossier. Bon, j'en ai fini au niveau du dopage. Faire 35 minutes sur le dopage, ce n'était pas forcément prévu dans la vidéo. Autre problème, la gestion du public. On en avait déjà parlé l'année dernière. La gestion du public a encore été vraiment problématique, je trouve, à l'étape de samedi. Le dernier col, c'est une catastrophe. Moi, je comprends toujours pas comment on n'a pas pu, à un moment, supprimer certains spectateurs. Parce qu'il y a des gendarmes, il y a énormément de gendarmes qui sont présents. Moi, je trouve ça incroyable qu'un mec complètement bourré qui balance des chips ait encore pu être spectateur au moment où les coureurs passaient. Parce que pour moi, à ce moment-là, il n'aurait déjà pas dû être dans le public parce qu'il était complètement beurré, le mec. Là, heureusement, il a jeté des chips, mais vu qu'il ne pouvait pas être interrogé, c'est qu'il devait être déjà à 2 grammes. Hein. Mais imaginez-vous s'il avait poussé un coureur au lieu du paquet de chips. Que fait la police? Que fait la gendarmerie à ce moment-là? Enfin, il y a un moment, il y a un problème dans la gestion des cas difficiles dans le public. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de la police qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas embarqué la personne, qui ne pouvait peut-être pas embarquer la personne parce que c'était techniquement impossible, mais il va falloir trouver une solution dans ce genre de cas de personnes du public qui ne respectent pas les règles et qui décident de faire n'importe quoi. Parce que je pense que certains cas peuvent être récupérés avant que les coureurs passent, notamment cette personne-là qui était bourrée. Je pense, aurait pu être récupéré par un fourgon de police et il n'aurait pas acheté son paquet de chips. Alors je dis pas que ça va enlever tous les problèmes. Je dis pas que tous les mecs qui sont dangereux dans le public sont détectables avant coup. Mais je me dis quand même que la gestion du public en avant-course devrait être meilleure. J'en parlais l'année dernière, j'en parle toujours aujourd'hui. À Bologne, c'était aussi un petit peu le bordel. Dans la montée, j'ai oublié le nom de cette montée à Bologne, mais c'était aussi le bordel dans le circuit final, parce qu'ils avaient mis des cordelettes, bien entendu les mecs sont passés au-dessus des cordelettes, ils étaient même devant les barrières. Là je me dis quand même qu'au niveau de l'avant-course, normalement, quand le public ne se tient pas correctement, on interrompt l'épreuve, hein. On attend que les gens se calment. Vous savez, dans d'autres sports, je pense au rallye. Au rallye, si le public est dans des zones dangereuses, c'est simple, la spéciale ne part pas. Et si le public ne se met pas dans des zones, ne se met pas dans des situations hors de danger, les voitures ne roulent pas. On annule la spéciale. C'est arrivé notamment au championnat du monde en Pologne, là, il y a quelques jours,
où les spectateurs étaient mal placés, 2 spéciales annulées le premier jour. Bah, peut-être qu'il va falloir faire ça de temps en temps, hein, quand le public ne se tient pas correctement ou quand on ne peut pas passer correctement sans danger à cause du public. Bah, considérer que là, on neutralise la course. Tant que le public ne se calme pas, on neutralise. Puis on attend, et on repart que quand le public est calmé. Mais pour ça, il faudrait que ça soit, qu'il y ait en avant-course, une vraie réflexion sur la gestion du public. Ce qui aujourd'hui, je crois, n'est pas le cas. Donc mais là, on a encore eu des problèmes. Sur les 2 derniers jours. Alors je sais bien que encore une fois, on va me dire, c'est pas totalement de la faute d'ASO. Oui, mais c'est à ASO de s'occuper qu'il n'y ait pas de danger pour les coureurs. Or là, pour moi, quand vous avez des mecs qui courent dans tous les sens, quand c'est le bordel, on va dire, dans la montée finale, bah, c'est à ASO de dire là c'est trop dangereux pour les coureurs, comme s'il y avait une route qui avait 50 nids de poules à l'intérieur, et de dire bah là on ne peut pas passer, la course ne peut pas se dérouler correctement, on neutralise. C'est faisable. Mais il faut que du côté d'ASO, il y ait une vraie réflexion sur la gestion du public. Or, pour le moment, quand je vois Christian Prudhomme dire hier qu'il s'émerveillait du public dans la montée finale, alors que pour moi c'était complètement le bordel, parce qu'il n'y avait pas que le mec avec les chips, c'était contrairement notamment au virage Bardet, là c'était complètement le bordel. Mais il y a un moment, Prudhomme, il doit prendre ses responsabilités aussi, l'organisateur du Tour de France. Donc, il y a un moment, s'il y a un coureur qui est renversé par un spectateur, c'est de sa responsabilité aussi. Sa responsabilité est mise en jeu aussi. Comme lorsqu'une barrière est mal placée. Donc il y a un moment, il faut aussi l'avoir en tête. Et moi je trouve que la gestion du public sur cette 2e semaine, elle a été très bonne sur l'étape du Cantal. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu de problème dans le final, pourtant sur des routes qui n'étaient pas toujours larges. Il y avait toujours de la place pour que les coureurs passent. Alors, il y a eu bien entendu 2-3 débiles qui couraient à côté des coureurs, mais là dans les Pyrénées, il y a certains moments où pour moi c'était pas normal que la course continue de se dérouler dans ces conditions-là. Et là pour moi il y a un problème de gestion du public. Donc vraiment, du côté d'ASO, je trouve qu'il va falloir progresser là-dedans, parce qu'on voit bien qu'il y a potentiellement un nouveau public qui vient des séries sur le Tour de France, qui a découvert le cyclisme également avec le duel Pogacar-Vingegaard. Mais il va falloir le gérer, ce public-là. Et pour moi, c'est pas aux spectateurs de faire la police. Parce que pour moi, le fait que les spectateurs fassent la police, ça peut créer du danger aussi. Parce que moi, par exemple, je suis spectateur, je vais essayer, parce que moi je suis un spectateur qui connaît bien le cyclisme, je vais essayer, si je pousse quelqu'un du public qui court, à le pousser vers l'extérieur de la route. Mais bon, déjà, est-ce que je vais y arriver? J'ai eu des cours de lutte au collège en 4e, mais bon, j'étais pas extrêmement doué. Donc, je suis pas sûr que ces notions-là de lutte m'aident énormément pour repousser un spectateur. Et puis bon, 90% des gens n'ont pas fait de sport de combat et n'ont pas fait de Krav Maga non plus. Donc, ça peut être très dangereux parce que là, par exemple, j'ai revu l'image d'un spectateur qui attrape un autre spectateur. Sauf que le mec, il le pousse vers l'extérieur. En fait, il le pousse vers Pogacar presque. C'est hyper dangereux, ça. Ça a même fait un mouvement du côté de Pogacar. Et puis, imaginons qu'un spectateur s'en prenne à un autre spectateur parce qu'il a fait parce qu'il court. Oui, mais si le spectateur qui fait des conneries se blesse, eh bien, vous pouvez être accusé au tribunal de coups et blessures. Et je voudrais rappeler également aux spectateurs qui auraient la bonne idée de se ramener bourrés sur les routes du Tour de France, que ça s'appelle également ivresse sur la voie publique. C'est pas top au niveau du tribunal aussi, et au niveau du casier judiciaire. Donc ça serait bien de se rappeler que chaque acte a des conséquences au bout d'un moment. On a eu des problèmes également sur les sprints, sur le Tour de France. Au niveau notamment du sprint intermédiaire, que ça soit Philipsen à Romorantin, que ça soit Guermeil,
Pour moi, les deux auraient dû être déclassés parce que Philipsen, même si pour moi il y a un problème au niveau du positionnement des barrières, le mouvement est dangereux. Et pour moi, il fait vraiment un mouvement pour. Il y a aussi l'intention pour moi qui compte. Et pour moi, l'intention de Philipsen est vraiment de mettre dans les balustrades Guilhermet à ce moment-là. Parce qu'il veut profiter du fait que les barrières ne sont pas extrêmement bien installées. Donc je trouve que du côté des sprints, de toute manière, il va falloir trouver une solution. Trouver une solution, notamment dans les situations des poissons pilotes. Alors j'ai déjà, pour moi, il faudrait qu'il y ait deux couloirs sur les côtés pour que les poissons pilotes puissent s'éclipser vers l'extérieur. Deux couloirs qui soient interdits aux coureurs. Voilà, qu'on fait deux couloirs de 80 cm de chaque côté. Ces deux couloirs-là, les coureurs ne peuvent pas les prendre, à part pour dépasser, ils ne peuvent le prendre que s'ils perdent des positions dans le peloton. Ça permettrait au poisson pilote de s'échapper vers l'extérieur, parce que pour moi, un poisson pilote doit s'éclipser vers l'extérieur, et avec ces deux couloirs-là, ça éviterait des problèmes. Ça éviterait pas tout, parce que c'est sûr que si vous êtes au corps du peloton, d'un côté comme de l'autre, c'est impossible, mais pour moi, ça éviterait des problèmes, et surtout, ça éviterait d'avoir des situations où un coureur est bloqué le long des balustrades, comme ce qu'on a actuellement. Ce qui peut être dangereux et ce qui peut provoquer une énorme chute. Alors après, il faudrait travailler là-dessus au niveau du règlement, mais je pense qu'il y aurait une réflexion à avoir là-dessus. Mais on a eu, oui, et puis les déclassements, moi encore une fois, je trouve que le déclassement de Démare est trop sévère, parce que pour moi, Van Aert n'avait pas la place de passer, que pour moi, un sprinter, ça développe 1000 watts à la roue arrière, donc il ne peut pas tenir foncièrement sa trajectoire au millimètre près, vu la puissance qu'il développe à ce moment-là. Donc il faudrait quand même avoir conscience qu'un coureur peut bouger légèrement, et je trouve que moi le mouvement de Démare est léger. Je le trouve léger, ce mouvement-là. Et si, dans ce cas-là, on déclasse Démare, pour moi on déclasse Philipsen à Romorantin. C'est-à-dire que si on considère que Démare n'est pas dans la légalité, dans ce cas-là on déclasse Philipsen, parce que pour moi ce que fait Philipsen c'est au-dessus. En termes de décalage, en termes de mouvement. Donc là, pour moi, c'est un problème. J'aimerais aussi que lors des journées de repos, on ait des conférences de presse avec les commissaires qui nous expliquent pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Notamment sur ce type de décision-là, où on peut considérer que sur la situation de Démare, il y a discussion. Pour moi, ça serait bien de savoir comment ils en sont arrivés à telle ou telle décision, comme maintenant ce que font parfois quelques arbitres quand il y a des décisions litigieuses, où ils expliquent leur cheminement pour arriver à la prise de décision. J'aimerais qu'il y ait ça du côté des commissaires, que le chef des commissaires dise « là on a pris cette décision-là parce qu'on considère qu'il y a eu telle ou telle erreur qui ont été commises », et d'avoir le cheminement de la réflexion. Et je trouve que là, c'est ce qui manque. Parce qu'on nous dit Démare déclassé. Oui, mais en fait, on ne nous dit pas pourquoi on le déclasse plus que ça. C'est assez vague. C'est parce qu'on considère qu'il avait quitté sa ligne. Je crois que c'est ça le terme qui est utilisé dans le truc de l'UCI. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ait tout le cheminement, toute la réflexion qui a été mise en place. Je trouve que ça aiderait énormément à la compréhension de la course. Du côté des sprints, donc on parlait des problèmes sur les sprints, on a eu quand même le retour de Philipsen. Philipsen qui revient dans le match, qui revient dans le match au nombre de victoires. Est-ce qu'il y aura égalisation à Nîmes? Ça c'est la grande question. Est-ce qu'on arrivera à 3-3 ou est-ce qu'il y aura 4-3 pour Guilhermet? Ou est-ce que Groenewegen gagnera un deuxième sprint ou Cavendish? Ou est-ce que ça sera la victoire d'un coureur dont on n'a pas encore parlé? Donc ça c'est la grande question. Et puis, donc du côté des sprints, voilà, on a eu des belles choses. On peut parler légèrement du bilan des Bleus. Pas le bon timing très souvent dans les échappées. C'est vrai que le bilan des Bleus de la première semaine était vraiment excellent.
Le bilan des Bleus sur cette deuxième semaine est beaucoup plus timide. Alors la Groupama FDJ s'est réveillée dans les échappées. Du côté de Decathlon, ça, heureusement qu'il y a Félix Gall, parce que en dehors de Félix Gall, c'est un peu le néant absolu quand même chez Decathlon. Cofidis, ça reste extrêmement compliqué. Je trouve que la décision de faire sprinter à la fois Zinglé et Cocard est une très mauvaise idée. On a perdu en plus pas mal de coureurs sur maladie, donc c'est vrai que c'est un peu la croix et la bannière pour Cofidis sur ce Tour de France, contrairement à l'année dernière. Romain Bardet, il n'a pas eu le bon timing pour les échapper. Godu, on pensait qu'il essayerait de faire le maillot à poids, sauf que il a pris beaucoup de retard sur l'étape d'hier parce qu'il n'a pas pu prendre l'échappée. Et que de toute manière, même en prenant l'échappée hier, vu la situation du maillot à poids avec Pogacar qui surdomine, c'est quand même compliqué. Et puis oui, pour le moment, les coureurs français sont pas exceptionnels. Après, de toute manière, encore une fois, très clairement, avant le départ de ce Tour de France, on ne s'attendait pas à des miracles sur le bilan des Bleus. On ne s'attendait pas. Déjà 3 victoires, en fait, c'est très bien. Parce qu'en gros, on a plutôt réussi notre Tour de France de ce côté-là. On a un Bardet qui porte le maillot jaune un jour, on a 3 victoires d'étape. Pour le général, bon, Guillaume Martin est 16e. La semaine dernière, je crois que c'était 23 ou 24. Mais bon, c'est vrai que à partir du moment où on a perdu Godu d'entrée, on savait que potentiellement le top 10 allait être quand même compliqué pour un coureur français, parce que même avec Godu, de toute manière, on savait que ça allait pas être facile pour le Breton pour aller choper un top 10. Faut pas se mentir non plus. Les surprises de ce Tour de France 2024, on commence du côté du général de cette deuxième semaine. Pour moi, les belles surprises, Benelli, qui se retrouve dans le top 15, qu'on a vu énormément dans les échappées, qui fait du bon boulot pour le moment, Benelli. Donc pour moi, le coureur de l'AEF a vraiment fait une très bonne semaine. Je suis très content de l'Irlandais, parce qu'il est souvent à l'attaque et malgré tout, il arrive à avoir un classement général qui va peut-être apporter des points à EF. Donc ça, c'est intéressant. Surtout quand tu vois derrière, il n'y a quand même pas forcément 150 coureurs qui sont en capacité de lui passer devant. Derek G, qui est toujours dans le top 10. Il fait pas de bruit. Israël ne fait pas de bruit en passant parce que Ackermann, c'est pas mal aussi, du côté des sprints. Mais Derek G, c'est la bonne performance depuis ces 2 premières semaines. On verra maintenant comment ça va tenir en 3e semaine avec la haute altitude. Mais pour le moment, ça se passe très très bien de la part du Canadien. Et ça serait pas mal également pour le cyclisme canadien qu'il y ait un coureur qui rentre dans le top 10. Parce que ça motiverait peut-être des jeunes à se lancer dans le cyclisme. Et puis Landa, bien entendu, le coureur espagnol, qui se retrouve dans le top 5 du général. Je crois qu'on a rarement vu Landa aussi performant sur un Tour de France. Donc vraiment très très bien pour le coureur de l'équipe Quick-Step. Du côté des sprints, les bonnes surprises, Ackermann, qui a continué à enchaîner les top 3. Alors, on voit que c'est le 3e homme en fait, de ce Tour de France du côté des sprints, très clairement à la régulière. Bon voilà, et il lui manque pas grand chose en fait. On verra si à Nîmes il essayera de récupérer la victoire, mais je trouve qu'il fait quand même un très bon Tour de France. Van Aert, qui s'est réveillé quand même sur cette 2e semaine. C'est vrai que moi j'étais quand même un petit peu inquiet la semaine dernière. Là je trouve qu'il s'est bien relancé. Donc je suis plus rassuré que la semaine dernière pour les Jeux Olympiques. Du côté de Van Der Poel, par contre, je suis pas convaincu pour le moment de son Tour de France. Et puis Guermeil, moi je m'attendais pas à ce qu'il prenne autant de points d'avance au niveau du maillot vert. Il conserve toujours une avance assez importante dans ce classement-là. Donc oui, maintenant, sauf catastrophe, il devra ramener le maillot du côté de Nice. Les déceptions pour le général, voilà, Bilbao, qui était 9e de la première étape, mais qui ensuite a eu quand même du mal déjà à valoir, et qui ensuite a eu beaucoup de difficultés à se relancer. Bernal, malade, là depuis 2 jours, c'est ce qu'il a indiqué, mais qui a eu du mal quand même déjà à enchaîner, je trouve, les performances sur les différentes journées de course. Puis là, c'est vrai que les Pyrénées ont quand même été extrêmement compliquées pour lui. Enric Mas,
qui est passé complètement à côté dans les Pyrénées, au niveau du général. Et j'ai envie de dire que ça commence à être quand même récurrent du côté d'Enric Mas, et puis bien entendu Roglic. Une nouvelle chute pour Roglic. Il y a quand même cette statistique qui est effarante. Je crois que c'est 17 journées de course entre deux chutes pour Roglic. C'est quand même voilà, assez incroyable. C'est le coureur qui tombe le plus souvent en course. Voilà. Donc il y a un moment, c'est pas que de la malchance, comme je dis toujours. La malchance, j'y crois moyennement à cette malchance, à cette chance. Il y a un moment où tu provoques aussi les éléments, où tu provoques pas les éléments. Et là, Roglic, il faut quand même le dire, je trouve que assez peu de suiveurs en ont parlé. Son placement dans le peloton était loin d'être exceptionnel. Et vous avez, c'est vrai, il faut bien le dire, des coureurs qui à côté de lui ont réussi à freiner. Ce qui n'a pas été le cas de Roglic, qui a complètement été surpris par cette situation. On termine avec les sprints, des déceptions pour les sprints. La Cofidis, parce que je considère qu'ils font n'importe quoi avec Coquard et Zinglé. Donc ils ne peuvent pas arriver à un bon niveau de performance quand tu décides de diviser ton équipe en deux. Soit il fallait considérer que Coquard fasse le travail pour Zinglé, mais là que les deux fassent chacun leur sprint de leur côté. Je trouve ça complètement stupide. Sam Bennett qui également un petit peu nulle part sur cette deuxième semaine, et j'ai même envie de dire depuis le début du Tour de France. La semaine dernière il y avait des gros problèmes de timing. Là cette semaine, il n'a jamais réussi à trouver la solution, il n'a pas pu sprinter. Groenewegen qui est un peu plus rentré dans le rang cette semaine par rapport à la semaine dernière après sa victoire. Voilà, il a eu du mal aussi à faire des bons sprints. Je trouve que au final l'alliance Matthews-Groenewegen a du mal à marcher. Voilà, c'est moins efficace que ce à quoi je pouvais penser, vraiment, entre les deux. Il aurait peut-être fallu garder Walscheid sur ce Tour de France plutôt que de l'envoyer avec Caleb Ewan. Ça aurait peut-être mieux marché avec Groenewegen. Et puis Wout, il a bien fait d'abandonner le Tour d'Italie, parce que c'est vrai que sur ce Tour de France il est vraiment inexistant presque. Donc il aurait mieux fait de finir son Tour d'Italie et de se contenter du Tour d'Italie et de ne pas essayer de faire Tour d'Italie, Tour de France, parce que pour l'instant, la réussite n'est pas vraiment là pour le coureur allemand. Allez, on regarde tout de suite les autres classements. Pour finir cette vidéo, comme la semaine dernière, d'autres classements, le classement des points UCI sur ce Tour de France et le classement de l'argent récupéré par chacune des équipes, en sachant que je n'ai pas réussi à trouver le classement des points, de l'argent récupéré par coureur de manière individuelle. Mais voilà, j'ai le classement des sous-sous, pas hyper bien affiché, et le classement des points UCI, donc toujours sur le site First Cycling, qui est le concurrent de Pro Cycling Stats. Vous voyez que c'est UAE qui est en tête avec 1905 points. Ça veut dire quasiment 600 points par rapport à la Visma, dont 325 points seulement pour le port du maillot jaune. Vous avez 1580 points du côté des étapes, notamment les victoires de Tadej Pogacar. La Visma est deuxième, 1340 points, grâce notamment à Jonas Vingegaard. Quelques points également récupérés par Wout van Aert avec ses différents podiums. On retrouve ensuite troisième Intermarché qui continue grâce à Binyam Girmay à truster les bons scores. Ils étaient premiers la semaine dernière. Bon, ils sont passés troisième, mais ça reste quand même un excellent résultat pour cette formation. Quatrième Soudal Quick-Step, notamment grâce à Remco Evenepoel. 1010 points récupérés. Alpecin 5e, on voit que les résultats de Jasper Philipsen, ça se voit désormais, mais en dehors de Jasper Philipsen, ça reste quand même un petit peu faible du côté de cette formation qui est dépendante vraiment des résultats de son sprinter belge sur les grands tours. Israël est présent, notamment grâce à Pascal Ackermann. Et oui, toutes ces troisièmes places récupérées par Ackermann, ça fait des points au cumulé. 755 points récupérés par l'équipe israélienne. Et puis, si Derek J fait un bon classement général, ça pourrait être pas mal. On fera un point à la fin du Tour de France également de ce côté-là. Movistar 7e, 650 points, notamment. Vous aviez les résultats de Romo, de Lascano. C'est vrai que au niveau du général, par contre, ça reste d'être compliqué.
avec un Henrik Mas qui a quand même pris l'eau sur cette deuxième semaine. L'Auto Destiny 8e, 620 points, notamment des points récupérés par Arnaud Delis. La DSM 570 25 grâce au port du maillot par Romain Bardet, 545 au niveau des résultats, notamment les doublés Romain Bardet, Frank Vandenbroek qui a fait quand même beaucoup de bien cette formation. Il y a eu aussi un top 10 de Fabio Jacobson, mais c'est surtout le doublé Vandenbroek-Bardet qui a amené beaucoup de points d'entrée. La Bahreïn 10e, pas grand chose à dire du côté de cette formation qui est moyenne. Voilà, moyenne comme depuis le début de saison. La Lidl 11e. Le fait de ne pas avoir Mats Pedersen, ça leur coûte des points. Bon, même s'il y a eu Jasper Stuyven sur les chemins blancs, ça reste plus léger de ce côté-là. La Lidl, donc 11e. Arkea, grâce au résultat de Kevin Vauquelin, ça fait toujours 455 points. Et ça fait la 12e place. 13e pour Jayco Alula, également 455 points. Et puis Uno X, 450 points du côté de l'équipe norvégienne. On retrouve ensuite seulement Ineos 15e. C'est pas fou. Et dans cette 15e place, vous avez la deuxième place de Pidcock sur l'étape des chemins blancs. Donc c'est vrai que sur cette deuxième semaine, ça n'a encore pas été dingue du côté des résultats de cette structure. Ouais, ça reste très léger. EF, 16e, 445 points, dont 25 dû au port du maillot par Carapace pendant une journée. On retrouve ensuite Astana. Total Energy qui descend dans la hiérarchie parce qu'en fait, à part la victoire d'Anthony Turgis, pour le moment, ils n'ont pas récupéré énormément de points. On retrouve ensuite la Borans Grohe. Le fait de ne plus avoir Roglic, c'est vrai que ça leur coûte très très cher cette formation. Et puis derrière, Decathlon, Cofidis, Groupama, toujours les trois équipes françaises aux trois dernières places, avec Decathlon qui a quand même progressé de 2 positions. Mais il ne faut pas que Félix Gall sorte du top 10, très clairement, du côté de cette équipe. Et puis Groupama, oui, ils n'arrivent pas à marquer des points. Hein. Et puis c'est pas avec le classement général qu'on va marquer beaucoup de points du côté de la Groupama, comme du côté de la Cofidis encore, ils ont Guillaume Martin qui est 15e. Du côté des sous-sous, je vous disais, c'est sur le site de West France, mais c'est pas très très bien affiché. Donc UAE, 90 000 euros, donc il prend la première place devant Intermarché à 73 880 euros, deuxième. Visma, troisième avec 53 000 euros, donc ça remonte bien dans la hiérarchie, comme Alpecin, 44 000. Et la Soudal Quickstep 5e à 38 000 euros. On retrouve ensuite la Movistar qui gagne plus d'argent qu'elle ne gagne de points UCI. Parce que niveau points UCI, la Movistar, était 7e, pardon, je dis une bêtise. Vous avez la DSM qui est 8e avec 26 000 euros. Donc Total Energy qui a récupéré, qui est mieux placé dans le classement argent que dans le classement résultat UCI avec 24 250 points. C'est l'inverse pour Israël qui est mieux au classement UCI qu'au niveau argent avec 19 500 euros. Vous avez ensuite la Lidl Trek 19 450 euros. La Groupama qui a bien progressé cette semaine, 18 620 euros, mais qui est toujours en déficit de résultats. C'est surtout le classement de la montagne, des points des sprints intermédiaires notamment. La Jayco Alula est 13e avec 18 320 euros. Arkea 16 000 euros, 14e. Astana 15 000 euros. La Lotto Destiny qui est mieux au classement UCI qu'en termes d'argent avec 15 230 euros. C'est pareil pour la EF, 15 170 euros. Pardon, Ineos, c'est faible également, hein, seulement 18e dans ce classement avec 14 040 euros. Et puis on retrouve la Cofidis à 13 160 euros, qui fait quand même partie des dernières formations. Comme la Bahreïn Victorious, ça reste pas fou. La Red Bull, qui a quand même une grosse différence entre le positionnement qui est 10 au 11e au classement UCI et la 20e place au niveau argent. Et puis la Bora, qui est mal placée, comme la Decathlon, également du côté argent. Nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 16. On rentre dans cette dernière semaine avec un début musclé, notamment possiblement des bordures autour de Nîmes. On parlera de la météo. Et puis cette dernière semaine qui sera dure pour les coureurs du côté de ce Tour de France. Donc demain, présentation 7h, débrief entre 21h et 22h. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Mec Production.